Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Rénov CoPro. Je m'appelle Mathieu Leduc, je suis conseiller info-énergie référent copropriété. Donc je travaille au sein de l'ALEC, hein. L'ALEC, c'est l'acronyme d'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc une structure en fait associative et neutre et indépendante, hein, qui a pour vocation à accompagner un certain nombre d'acteurs, hein, sur notre territoire. Euh, Hop là, je vais passer à la slide suivante. Donc, qui a vocation à accompagner un certain nombre d'acteurs, notamment des particuliers, des copropriétés, des collectivités ou encore des professionnels. Nous existons depuis 2013. Nous avons accompagné à peu près, depuis notre création, 200 copropriétés, hein, sur des problématiques de rénovation. L'agence existe et intervient sur l'ensemble de l'agglomération Grand Paris Sud, et c'est 350 000 habitants pour 1500 copropriétés. Et la petite nouveauté, c'est que depuis le 1er janvier dernier, on a la capacité de pouvoir intervenir sur l'agglomération du Val d'Isère-Val de Seine. Voilà. Euh, donc, nos missions telles qu'elles sont présentées, on a la possibilité de donner de l'information, du conseil ou de faire de la sensibilisation à l'égard du public que j'ai énuméré juste avant. Et puis, on exerce aussi dans un second temps une mission d'accompagnement stratégique ou technique, voilà, en appui des collectivités locales. Au niveau de nos domaines d'intervention, ils sont assez variés. En ce qui me concerne, moi, j'interviens plutôt sur les questions de préservation du patrimoine privé des copropriétaires que j'accompagne. Au niveau de l'accompagnement, justement, des événements qu'on organise, il nous arrive de proposer des conférences, donc en présentiel, hors Covid-19, bien évidemment. Auquel cas, on favorise plutôt la proposition de webinaire. On organise également des visites de copropriétés rénovées en cours de rénovation ou dont les travaux ont été finalisés. Et puis également, ce qu'on peut proposer à destination des copropriétés que l'on accompagne, ce sont des temps d'échange privilégiés et permettant en fait d'échanger avec d'autres copropriétaires qui sont en train de mener des projets de rénovation pour favoriser d'une part la mise en réseau et d'autre part le retour d'expérience. Voilà, c'est important et ça permet aussi dans ce genre de contexte de pouvoir lever des freins qui ont été identifiés et de pouvoir avancer plus facilement dans le projet de chacun. Au-delà de ça, on organise également d'autres événements à destination des professionnels, entre autres les syndics, auprès de qui on apporte un accompagnement et un certain nombre d'informations. On fait beaucoup de sensibilisation auprès d'eux aussi sur un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder. Donc, on leur apporte effectivement une montée en compétences sur ce sujet. Au niveau, pour revenir à notre accompagnement auprès des copropriétaires, nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui se fait tout au long de la durée de vie de votre projet. C'est-à-dire qu'on vous accompagne de la phase dite de préparation jusqu'à la phase de suivi des consommations, qui est donc la phase numéro 6 et qui permet en fait de s'assurer que la performance énergétique qui a été évaluée au cours de l'audit est bien au rendez-vous. Et c'est une phase importante puisque il peut arriver qu'on ait des écarts entre justement ces performances étudiées et la performance réelle. Voilà. On a également une mission d'aide à la décision et sur le choix de l'entreprise qui va réaliser l'audit de la copropriété ou bien celle qui va mener l'étude conception, qui vient consolider généralement le scénario de travaux qui a été préalablement identifié durant la phase d'audit. Et puis ensuite, on se tient un peu plus en retrait durant la phase de travaux où là, on laisse effectivement faire le sachant, c'est-à-dire le maître d'œuvre et puis le syndic, donc les sachants plutôt. Voilà. Et j'attire votre attention alors sur
Les petits supports que j'ai mis au-dessus de ces phases-là, des phases 4 et 5, qui concernent l'aspect plan de financement du projet. Pourquoi? Parce que c'est généralement durant la phase de conception, idéalement durant la phase d'audit, où on va commencer à s'intéresser à la question du financement d'un projet de rénovation. Et cette question-là, elle est essentielle puisqu'elle va vous permettre de pouvoir lever les freins et les barrières qui pourraient apparaître par rapport voilà, à un certain nombre de questions. C'est-à-dire que quand on se lance dans ce genre de projet, il est clair que ça va coûter une certaine somme, ce qui va générer des inquiétudes vis-à-vis de vos copropriétaires. Par le biais de ce plan de financement-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité de pouvoir leur apporter un regard sur la quote-part travaux qu'ils vont régler, les aides dont ils vont pouvoir bénéficier et l'effort mensuel, in fine, qui leur restera à faire. Voilà. Donc si ce travail-là, il est fait en phase conception, mais il peut aussi être fait durant la phase d'audit. Et ce travail-là, il est réalisé par ce qu'on appelle un ingénieur financier. Voilà. Et ensuite, on retrouve le montage des dossiers de subvention qui intervient après le vote en Assemblée générale du scénario de travaux que vous avez co-construit durant la phase de conception et le versement des subventions à l'issue des travaux. Alors, au niveau des aides, au niveau national, on en compte un certain nombre. On a les certificats d'économie d'énergie, les certificats d'économie d'énergie dits bonifiés, qui sont aussi plus connus sous le nom de coup de pouce. Ça peut être le coup de pouce isolation, chauffage ou bien rénovation globale en copropriété. On a également le dispositif national MaPrimeRénov' et puis l'octroi du prêt, l'éco-prêt à taux zéro, qui est également accessible pour financer le reste à charge. Si on zoome au niveau local, on a en Essonne la chance d'avoir un département qui est particulièrement actif et concerné par le sujet de la transition énergétique et qui propose différentes aides. Donc, au niveau départemental, on a le plan départemental du logement et de l'habitat qui permet d'octroyer, selon la caractéristique et le contexte de la copropriété, donc c'est-à-dire si elle fait partie d'une OPA, par exemple, d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, elle va pouvoir bénéficier d'un certain montant de subvention. On a également, depuis peu, des aides qui sont liées au programme national de la rénovation énergétique, le SAR, et qui sont des aides qui permettent de venir financer un audit ou encore les travaux, les travaux tout simplement. On a ensuite la prime écologie qui est en place depuis avril 2019 et qui officiellement prend fin en décembre de cette année, mais il se pourrait également, on va rester optimiste, il se pourrait également qu'elle soit prolongée. Et cette prime, en fait, elle permet pour chaque ménage, elle permet d'atteindre jusqu'à 3 800 € de subvention, selon la typologie du ménage. Mais potentiellement, c'est ce qu'on peut avoir. Et puis, si on zoome un peu plus, cette fois-ci, sur l'agglomération Grand Paris Sud, on a le plan énergie et patrimoine, qui est en place depuis plusieurs années maintenant et qui lui permet, sous condition d'être accompagné par une agence locale de l'énergie, donc par nous, de vous octroyer des aides, toujours pour financer une partie de votre audit, par exemple. Vous avez aussi des aides consacrées au financement de la mission d'ingénierie financière et également au montage des dossiers. Voilà, donc je vous ai dépeint en premier lieu l'ensemble des aides au niveau national et local. Je pense que là, déjà, on a un premier aperçu assez concret de ce que vous pouvez solliciter comme financement dans le cadre d'une rénovation globale. Je ne m'attarde pas dans le détail de chacune de ces aides. Alors, j'entends au niveau départemental. Je vous mets le lien et je vous enverrai le lien du webinaire que j'ai tenu fin novembre dernier qui expliquait de manière détaillée les aides que je mentionne à droite de cette présentation. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et sur le dispositif MaPrimeRénov' qui pose
qui suscite énormément d'intérêt. Et puis, s'attarder également sur les coups de pouce qui évoluent un petit peu. Et pour ça, je vais faire appel à mon invité du jour, Noémie Fitossi, ingénieure financier à Energy Pulse. Noémie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, du coup, donc, moi, je suis responsable chez Energy Pulse. Donc, Energy Pulse, on est un bureau d'ingénierie financière. On existe depuis 2012. Si tu peux passer à la slide suivante, vous verrez l'équipe. Donc, on a été créé par notre fondatrice, Madame Mekrebi, qui, elle, vient du monde de la finance. Moi, je suis urbaniste de formation. Cécilia, qui est notre chargée de mission, est ingénieure en énergie. Et Sita, notre assistante, qui est diplômée, enfin formée au travail social pour l'accompagnement des propriétaires individuellement. Je voulais vous parler aujourd'hui du coup du dispositif MaPrimeRénov', comme le disait Mathieu en introduction. On en parle beaucoup, vous en avez sans doute entendu parler et c'est peut-être ce qui vous a titillé pour participer aujourd'hui. Si on passe à la slide suivante, en fait MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle version du crédit d'impôt transition énergétique qui existait avant le 1er janvier 2020. Donc a été lancé le dispositif MaPrimeRénov' en 2020 qui au départ était destiné uniquement aux personnes à revenus modestes ou très modestes et donc du coup où il fallait en fait faire un dossier individuellement sous condition de revenus. L'année 2020 est passée, je ne vais pas trop m'attarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis octobre, le dispositif a été élargi aux syndicats de copropriétaires et aux propriétaires bailleurs, ainsi qu'à tous les propriétaires occupants sans condition de revenu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cette aide, aujourd'hui, s'adresse à toutes les copropriétés, avec certaines conditions, j'y reviendrai, mais ne finance plus uniquement les personnes individuellement sous condition de ressources. Le dispositif est ouvert donc depuis le 1er octobre 2020. Formellement, depuis le 1er janvier 2021, les dossiers peuvent être déposés sur la plateforme. Hein, tout se fait en ligne. Et puis, on a une ouverture progressive pour les financements à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est un autre mot pour expliquer ce que nous, on fait en tant qu'ingénieur financier, c'est-à-dire tout ce qui est l'accompagnement à la sollicitation, à l'élaboration des dossiers de financement. Donc voilà une brève chronologie de ce qu'est MaPrimeRénov' aujourd'hui, donc l'aide de l'État qui remplace le crédit d'impôt transition énergétique. Si on passe à la slide suivante, je vous ai mis pour information les barèmes. Donc vous avez dans cette slide les barèmes qui s'appliquent en Île-de-France pour les aides sous condition de ressources. Donc je vous disais, en 2020, il y avait uniquement des aides pour les propriétaires modestes ou très modestes. En fait, on a tout un panel de barèmes qui ont été élaborés. Donc là, vous avez 4 barèmes. On ne parle plus de modeste, très modeste, mais on parle de couleurs. Mais en fait, c'est des niveaux de ressources qui vont aller en grandissant. Et vous avez la dernière limite qui est en fait les plafonds supérieurs. Et ces plafonds-là s'expriment en revenu fiscal de référence par nombre de personnes dans le ménage. Ces barèmes-là, ils vont être importants pour les propriétaires en maison individuelle, qui vont être aidés individuellement, puisqu'en fait, là, sur les aides aux syndicats de copropriétaires, on ne va plus du tout prendre en compte ces niveaux de barème, puisque ça va être une aide collective pour tout le monde. La slide suivante, ce sont les barèmes hors Île-de-France. Comme ça, vous les avez dans la présentation qui vous sera diffusée à l'issue de ce webinaire. Et donc là, je vais passer à la partie qui va vous intéresser un peu plus parce que je pense qu'on a une majorité de copropriétaires ici en immeuble. La présentation de ce qu'est MaPrimeRénov' copropriété. Donc, ce dispositif mis en place par l'État, il a été, comme je le disais tout à l'heure, ouvert au 1er octobre 2020 aux syndicats de copropriétaires. Donc, c'est une aide collective sans condition de revenu, c'est-à-dire que tous les propriétaires en bénéficient, que ce soit les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Attention, on parle bien des propriétaires de logements, les personnes qui disposent de commerces ou d'autres types de lots ne peuvent pas en bénéficier. Comment ça marche et comment savoir si votre copropriété est éligible? Le premier point, c'est qu'il faut que la copropriété soit immatriculée. Donc ça,
c'est devenu obligatoire. Donc, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est plutôt une question de forme que de fond. Il faut 75% de l'eau d'habitation principale. Donc, c'est-à-dire qu'on va considérer tant en termes de nombre de lots qu'en termes de tantièmes. Donc, on pourra regarder si vous avez une copropriété où vous avez 8 logements sur 10 lots, bah là, bien évidemment, ça passe. Si par contre, le nombre de lots, donc s'il y a beaucoup de commerces par exemple, est supérieur au nombre de logements, ça ne passe plus. Il faut bien qu'on ait 75% de lots dédiés à l'habitation. Si ça ne passe pas en nombre de logements, ça peut passer en pourcentage de tantième. C'est-à-dire que vous allez regarder le poids que représentent les lots d'habitation aux autres lots par rapport aux tantièmes principaux. Si vous validez l'un ou l'autre mode de calcul, la copropriété est considérée comme éligible. Et le troisième critère, c'est un critère technique. Il faut atteindre 35% de gains énergétiques, c'est-à-dire que le projet de travaux que vous réalisez permet des gains sur les consommations d'énergie à hauteur de 35%. Et ce calcul-là, il est réalisé par un bureau d'études certifié qui va, avant les travaux, établir ce qu'on appelle un calcul thermique. Ça peut aussi être fait dans le cadre de votre audit énergétique. Et c'est une méthode qui est conventionnelle, hein, qui va permettre de calculer ce gain énergétique après travaux. On parle bien d'un gain projeté et pas d'un gain réel, c'est-à-dire que c'est bien avant la réalisation des travaux qu'on élabore avec ces calculs théoriques si la copropriété peut aller chercher ces 35% de gain énergétique. C'est une obligation c'est une obligation de calcul. Hein. Enfin, l'obligation, elle est faite sur la base de ce calcul thermique. Ça n'est pas une obligation en réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle après travaux, même si pour vous, c'est important de le faire, mais en tout cas, il n'y a pas cette obligation-là qui a été mise par le législateur. La subvention, comment elle fonctionne? Elle est à hauteur de 25% des travaux éligibles, donc 25% des travaux d'économie d'énergie et travaux induits, sur un plafond de travaux de 15 000 € par logement. Concrètement, vous calculez une cagnotte globale de 15 000 € fois le nombre de logements, et le montant maximum de l'aide, c'est 25% de cette cagnotte. Ça n'est pas un plafond par appartement. C'est bien un montant global. Il y a, en plus de cette aide qu'on appelle aide socle, des bonus qui peuvent se rajouter. Donc, si la copropriété était considérée comme une passoire thermique, c'est-à-dire en étiquette initiale F ou G, vous avez 500 € de plus par logement. Et un bonus, si vous atteignez le niveau bâtiment basse consommation, 500 € de plus par logement. Également, le dernier cas de figure, si vous avez plus de 8% d'impayés, c'est-à-dire que si on prend le nombre de copropriétaires débiteurs par rapport au montant du budget annuel et que ça fait plus de 8%, vous pouvez bénéficier d'une prime de 3 000 € par logement en plus. Il y a aussi le cas où vous êtes si la copropriété est inscrite dans un périmètre de plan de la rénovation urbaine. Donc ça, vous pouvez le savoir, je pense qu'en vous adressant à l'ALEC, sinon en regardant sur le site du NPNRU, vous pouvez vérifier si vous êtes ou pas dans ce périmètre. Donc cette aide des 8% de 3 000 € en plus, elle n'est pas cumulable au certificat d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est un autre système de financement dont parlait Mathieu en introduction. Il faut savoir que les deux systèmes ne peuvent pas être cumulés. J'en dirai un peu plus quand je vous parlerai des coups de pouce après. Et enfin, le dernier point, en plus de cette aide aux travaux, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc la prestation de l'ingénieur financier, est également subventionnée, elle, à hauteur de 30% du montant de la dépense, avec un plafond de 600 € par logement. Elle est également, il faut savoir que cette prestation est obligatoire. Pour aller chercher cette subvention, il faut obligatoirement être accompagné par un AMO. Donc ça, c'est important de le noter. Si on passe à la slide suivante, on peut voir que cette aide donc, collective, elle peut être abondée individuellement sous condition de ressources. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont sous conditions modestes ou très modestes ont des aides en plus. Pour les modestes, c'est 750 € par ménage, et pour les très modestes, 1 500 €.
Concrètement, comment ça marche? Quand donc, la demande se fait donc, par le biais de votre assistant à maîtrise d'ouvrage auprès des délégations locales de l'ANA, et la demande est entièrement en ligne. Elle doit absolument être faite avant le démarrage des travaux et la signature des ordres de service. C'est très important. Et pas uniquement ça, c'est souvent un dossier qui prend quelque temps à être préparé, et notamment pour s'assurer que les devis et l'ampleur du projet correspondent bien aux critères techniques qui sont demandés par le financeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idéal est que vous puissiez intégrer votre assistant à maîtrise d'ouvrage à partir du moment où vous lancez la mission de conception. C'est-à-dire que du moment où vous demandez à un architecte d'élaborer un cahier des charges, etc., vous devez, enfin, il vous est conseillé de solliciter l'AMO à ce moment-là. Alors, ce n'est pas trop tard si vous le faites avant le vote des travaux, mais il faut voir que ça prendra au moins 2-3 mois pour préparer un dossier, puisqu'il y a forcément des échanges sur les éléments techniques, la formalité des devis et les aspects vraiment purement administratifs de la demande. Donc, si vous pouvez, au lancement de la conception, au plus tard, avant que les travaux soient votés. Et bien sûr, avant le démarrage des travaux, puisque une fois que les travaux sont démarrés, vous n'avez plus le droit à cette aide, si vous n'avez pas déposé le dossier avant. L'aide, comme toute subvention publique, est versée à la fin des travaux. Donc, c'est-à-dire que vous devez financer votre quote-part de travaux et vous êtes remboursé du montant de la subvention. Et là, vous pourrez travailler avec votre assistant à maîtrise d'ouvrage pour d'autres types de financement, par exemple des prêts collectifs, des prêts à taux zéro, pour vous permettre de financer la quote-part concrètement. Les règles de cumul, donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même des choses à prendre en compte quand vous sollicitez. Vous avez vu qu'il y a un panel assez intéressant d'aides, il y en a beaucoup, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Il faut faire attention sur quelles sont les aides qui peuvent ou pas se cumuler. Et donc, il y a des règles assez précises là-dessus. Donc, notamment, MaPrimeRénov' ne se cumule pas avec les aides individuelles de l'ANA. Il faut choisir. Je le disais tout à l'heure, si tu passes Mathieu, voilà, le point d'après, MaPrimeRénov' ne se cumule pas. MaPrimeRénov', quand on bénéficie de l'abondement coprofragile, donc les 3 000 € si vous avez plus de 8% d'impayé, ne se cumule pas avec les certificats d'économie d'énergie. Et par contre, le dernier point, c'est que pour tous les autres types d'aides, les aides locales, les aides d'action logement du 1% ou les autres types de prêts, vous pouvez le cumuler. Donc là, ça sera vraiment le rôle de votre AMO de vous expliquer comment ça marche et comment vous pouvez du coup bien financer votre quote-part de travaux en allant chercher toutes les aides possibles à toutes les échelles. Donc ça, ce premier point, c'était du coup sur MaPrimeRénov'. Je continue peut-être parce que le point suivant qui est sur les aides coup de pouce et les certificats d'économie d'énergie, je voulais vraiment vous le présenter de manière cohérente avec ce premier dispositif, mais n'hésitez pas à la suite, on va garder un bon quart d'heure pour les questions. Oui, exactement, je ne l'ai pas mentionné, Noémie, tu fais bien, mais effectivement, on se réservera voilà, un temps d'échange suffisamment conséquent pour que chacun ait le temps de poser ses questions sans problème. Donc, je continue avec la deuxième partie de cet exposé, et qui sont à propos des certificats d'économie d'énergie coup de pouce. Donc, les certificats d'économie d'énergie, si vous n'êtes pas familier avec ce dispositif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un dispositif qui a été mis en place par l'État pour favoriser la rénovation énergétique en imposant aux fournisseurs d'énergie en fait, un effort, une participation à l'effort collectif sur les travaux d'économie d'énergie. Concrètement, vous avez ces fournisseurs d'énergie vont être obligés de prouver qu'ils ont participé à un certain nombre de kilowattheures CUMAC économisés par des travaux d'économie d'énergie réalisés. Et donc, du coup, il y a un marché du certificat d'économie d'énergie qui a été mis en place pour vendre, si vous voulez, ces kilowattheures économisés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne qui fait des travaux de rénovation énergétique? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites ce type de travaux et qui correspondent aux critères techniques qui sont demandés par l'État, vous pouvez valoriser sur un marché les économies d'énergie que vous faites. Donc ça se vend
Et c'est une aide collective qui est versée dans le cas d'un syndicat de copropriétaires, à tous les copropriétaires présents. Et si c'est bien une maison individuelle, bah, c'est la personne qui est propriétaire de son logement qui en bénéficie. Les certificats d'économie d'énergie donc, existent depuis plusieurs années. Et il faut savoir que du coup, depuis 2019, l'État qui a voulu booster un peu plus ce dispositif a créé ce qu'on appelle le coup de pouce, c'est-à-dire une manière de valoriser de manière encore plus intéressante vos économies d'énergie. Si tu passes le point, parce qu'il y a un petit texte qui va, voilà, avec ce tableau. Donc, ces certificats d'économie d'énergie, à partir du moment où vos travaux vont être commandés avant le 31 décembre de cette année, vont pouvoir être bonifiés à la hauteur du tableau que vous voyez ici. Alors, concrètement, normalement, un certificat d'économie d'énergie basique, il va être calculé, vous avez des critères techniques et des coefficients qui s'appliquent. Là, dans le cas du coup de pouce isolation que vous voyez ici, vous avez un montant de prime minimum au mètre carré isolé. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus intéressant, ça va être plus intéressant pour vous de le bonifier dans ce cadre-là, puisqu'en fait, ça vous assure un montant de prime minimum. Et là, ça devient vraiment intéressant. Comment on fait concrètement pour le solliciter? Il faut que l'organisme qui va aller chercher ces primes coup de pouce ait signé la charte avec l'État. Donc, c'est une charte spécifique qui va garantir que vous pouvez accéder à ce certificat d'économie d'énergie coup de pouce. Si tu passes, il y a un autre point qui ne s'est pas affiché. Il y a deux types de coups de pouce là, dans ce cadre-là. Le coup de pouce isolation, donc isolation des combles, isolation des planchers bas. Vous voyez les montants, hein. Il y a aussi un critère de ressources qui est plus intéressant. Donc, si vous êtes modeste, c'est 20 euros. Si vous êtes au-dessus, c'est 10 euros du mètre carré. Et si on passe à la slide suivante, vous avez le coup de pouce chauffage, et où là, pareil, il y a le même système. Si vous êtes sous un plafond de ressources, il y a une prime qui est un peu plus importante, mais même si vous êtes au-dessus, vous pouvez bénéficier de ce dispositif de coup de pouce. Ça fonctionne en maison individuelle et en copropriété. Donc voilà globalement sur comment ce dispositif va fonctionner. Ce qui va être aussi très intéressant, c'est que dans le cas d'une copropriété, et là on passe à la slide suivante, dans le cadre d'une copropriété, à partir du moment où vous êtes une copropriété qui va aller chercher ma prime rénov', donc vous êtes éligible à ma prime rénov', c'est-à-dire, on le rappelle, copropriété immatriculée, 75% de l'eau d'habitation principale et 35% d'économie d'énergie, vous pouvez aussi bénéficier des C2E, des certificats d'économie d'énergie, coup de pouce en rénovation globale. Et là, ça vous apporte du coup une aide supplémentaire, sauf si vous avez bénéficié de l'abondement cofragile avec les 8% d'impayés. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez demander en plus les certificats d'économie d'énergie coup de pouce rénovation globale. Et là, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez dans le tableau d'en dessous, vous avez une prime par mégawattheure économisé. Ce qui va vous permettre en fait d'atteindre des pourcentages de financement qui vont être assez intéressants. En tout cas, qui vont permettre de se cumuler à ce dispositif MaPrimeRénov'. La nouveauté en fait de ce coup de pouce certificat d'économie d'énergie, si vous étiez familier avec ce dispositif, c'est qu'en fait, le législateur a harmonisé les conditions pour en bénéficier. Il y avait des conditions un peu plus complexes pour avoir ce prime coup de pouce. Maintenant, à partir du moment où vous êtes éligible à MaPrimeRénov', vous pouvez avoir ce coup de pouce rénovation globale. Donc, l'accès a été facilité et les aides ont été harmonisées. Donc, aujourd'hui, en copropriété, ça devient vraiment très intéressant de faire un projet global à 35% de gains énergétiques qui va permettre d'accéder à des financements intéressants à l'échelle collective et donc pour tous les copropriétaires. Le point aussi qui est important à mentionner, donc je le disais, il faut que les travaux soient commandés, donc en gros qu'un ordre de service soit signé avant la fin de l'année 2021 et il faut que les travaux soient terminés avant 2024.
Donc voilà, le législateur laisse à peu près 3 ans pour la réalisation de ces travaux. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Et peut-être pour finir un peu mon propos, si on passe à la slide suivante, et puis pour synthétiser un petit peu tout ça, vous le voyez, il y a plusieurs dispositifs de financement. Là, j'en ai parlé que de 2. Mathieu en a évoqué presque une dizaine, je crois. J'ai pas fait le compte, mais il y a beaucoup de financements. Chacun a ses critères d'accès et ses pourcentages de financement propres. Donc, c'est important pour vous d'être accompagné d'un ingénieur financier parce que justement, le travail de cet ingénieur financier va être de voir le panel des aides qui vous seront possibles en fonction de votre projet, mais surtout d'étudier comment ces financements vont pouvoir se coupler et quels sont les financements qui vont être les plus intéressants pour vous. Le C2E coup de pouce, c'est un type de C2E. Vous avez les C2E classiques, vous avez les C2E précarité énergétique, chacun a ses critères. Et donc, l'ingénieur financier va pouvoir vous faire des simulations de tous ces dispositifs et vous permettre d'accéder à celui qui va être le plus intéressant. Par ailleurs, l'ingénieur financier globalement met en place les solutions financières, donc en plus des subventions, des prêts collectifs ou individuels qui vont être nécessaires pour financer votre quote-part de travaux, et puis de pouvoir étudier au cas par cas, pas uniquement à l'échelle globale, mais aussi avec chacun des copropriétaires, des solutions financières individualisées pour que l'accès à un projet de rénovation énergétique ambitieux, que la question financière ne soit pas un frein et puis qu'aucun copropriétaire soit laissé sur le bord de la route et en difficulté pour financer ses travaux. Voilà le point sur lequel je voulais terminer. La dernière slide, c'est nos coordonnées si vous êtes intéressés, si vous avez des questions à la suite. Et puis, ça nous laisse une bonne vingtaine de minutes pour débattre de tous ces éléments que je viens de vous présenter. Merci Noémie. Du coup, j'ai quelques questions qui me sont parvenues entre-temps dans le chat. La première concernait le coup de pouce, mais ça y a été répondu. Alors, je cherche à ouvrir le chat. Voilà, il est ouvert. Alors, oui, la question dont il était question. Donc, Madame Vidal-Angouillan qui posait pas de comble dans une copropriété, seulement une toiture terrasse, donc isolation des combles et son coup de pouce, est-il applicable, oui ou non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le coup de pouce en copropriété, vous êtes éligible. Il faut du coup pour ça que l'entreprise qui vous propose un devis déjà soit RGE et que le devis correspond bien aux critères techniques qui sont demandés par l'État. Par ailleurs, donc ça, c'est au niveau des critères techniques. Après, l'organisme qui va vous valoriser les certificats d'économie d'énergie doit avoir signé la charte coup de pouce pour vous permettre d'accéder à ce financement spécifique. Si vous êtes un peu perdu, je pense que l'ALEC pourra vous accompagner. Vous avez aussi sur le site du service public la liste complète des organismes, des fournisseurs, et vous avez aussi sur le réseau FER l'annuaire RGE de toutes les entreprises de votre secteur pour réaliser ces travaux. Toujours de la même personne, j'ai une question complémentaire. Alors, apparemment, une copropriété connectée à la centrale de chauffe de la ville ne peut donc pas profiter de ces coups de pouce. Donc là, je pense que ça concernait plus la partie chauffage. Après, Oui. je n'ai pas plus de précision sur la question. Oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire ce type d'intervention. Si vous êtes au CPCU, vous ne pouvez pas avoir ce type d'intervention de changement d'une chaudière, etc. Donc, c'est pas ce type de dispositif qu'il vous faudra, effectivement. Donc, une question de Madame Benlaza. Comment faire pour commander tous les travaux dont on aurait besoin avant le 31/12/2021? Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut avoir la logique rénovation globale. C'est-à-dire, en fait… Madame Lafito, je vais vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Ah, super, merci. En fait,
L'intérêt pour vous, c'est de cumuler les travaux pour vous permettre déjà d'avoir un gain énergétique important qui va vous permettre d'aller solliciter un maximum de financement. Donc, on l'a dit, ma prime rénov qui s'enclenche à partir de 35% de gain et le coup de pouce rénovation globale également à partir de 35%. C'est pas le seul avantage. L'avantage aussi de faire une rénovation globale, c'est que vous gagnez en économie d'échelle par rapport à la réalisation en propre de vos travaux. Bah, typiquement un seul échafaudage pour une toiture et un ravalement. Vous prenez un maître d'œuvre qui va faire une mission complète plutôt que de cumuler les missions. Et puis surtout, les copropriétaires souvent qui vont être amenés à emprunter pour financer leur quote-part de travaux, ça va être compliqué pour eux de faire plusieurs prêts à 5 ans d'échéance. Donc là, on va leur demander de financer une quote-part importante, mais qui pourront financer sur 10 ou 15 ans. Et en plus, elle sera bien subventionnée. Donc, c'est cette logique-là qu'il faut avoir si vous voulez bénéficier de ces financements intéressants avant la fin de l'année. Je ne l'ai pas dit, mais ma prime rénov, c'est jusqu'à fin 2022. Ouais, excellente remarque. À savoir aussi là-dessus. Alors, je vais donner la parole à Madame Marie Perrin qui avait une question, qui avait la main. Alors, allez-y, on vous écoute, Madame Perrin. Oui, bonsoir, merci. C'était pour rebondir sur cette question par rapport au délai du 31 décembre 2021. Parce que du coup, nous, pour prendre le cas de notre copropriété, on a lancé la phase conception au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Et clairement, par rapport au planning, ce ne sera pas possible de faire voter les travaux d'ici la fin décembre. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voulait. Mais là, c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires, etc., on a dû repousser les visites des appartements, tout ça. Et donc, est-ce que vraiment on n'a aucune visibilité sur le fait que cette demande d'aide ne puisse être faite après ce délai-là du 31 décembre 2021 ou est-ce qu'on sait déjà que non, ce sera plus possible ou est-ce que ce sera possible? Enfin, voilà. Quelle visibilité on a par rapport à ça pour construire notre dossier de financement du coup, non? Ouais, j'entends. Alors déjà, ma prime rénov, vous avez vu, vous avez 1 an de plus. Donc ça ne remet pas en question, le calendrier ne remettrait pas en question votre accession à l'aide ma prime rénov, puisque vous avez jusqu'à fin 2022. Après, pour le certificat d'économie d'énergie, coup de pouce en rénovation globale, oui, le délai, c'est bien 31/12/2021. Il est fort probable qu'à la fin de ce délai, on ait une nouvelle période qui s'ouvre au niveau des certificats d'économie d'énergie. Après, sur le coup de pouce en lui-même, est-ce que l'État va maintenir ce dispositif? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est un peu plus fluctuant que les aides de ma prime rénov, le dispositif certificat d'économie d'énergie. Donc, probablement que vous aurez des certificats d'économie d'énergie, mais est-ce que ça sera encore le dispositif coup de pouce? C'est pas sûr. Donc, ça remet pas en question. Je veux dire, on sait que le temps de la copropriété est long. Et je pense que, voilà, vu les conditions, tous les projets prennent plus de temps à se faire. Il vaut mieux être bien préparé que de voter dans la précipitation des travaux qui ne seraient pas réalisables. Donc, voilà. Je pense qu'il faut avoir espoir qu'on ouvre une nouvelle période après 2021. Mais voilà, soyez quand même prudents. Si vous êtes accompagné par un AMO, faites attention à ce point quand vous présentez des plans de financement. Peut-être dévaloriser un petit peu le montant des certificats d'économie d'énergie que vous présenterez aux copropriétaires en étant très, très prudent là-dessus. Parce que d'expérience, lorsque vous présentez un financement qui est un peu fluctuant et qu'on ne peut pas l'assurer au moment où au final les travaux sont votés, c'est très très mal pris, je pense que vous le comprendrez, par les copropriétaires s'ils n'ont pas été prévenus justement du fait que ça peut évoluer. Donc en général, nous, soit on n'est vraiment pas sûr et du coup on ne l'intègre pas du tout, soit il y a quand même une chance que ça le soit, et du coup, on dévalorise un petit peu le montant possible. Et donc, par exemple, pour un certificat d'économie d'énergie, vous mettez la moitié de la valeur actuelle sur le marché. Donc, parlez-en à votre assistant à maîtrise d'ouvrage qui vous fait les plans de financement. C'est très important d'être le plus prudent possible. On avait répondu à votre question, Madame Perrin?
Oui, merci. Ça, c'est toujours le problème, quoi. C'est vague. Enfin, quand on est à cheval sur 2 années, c'est toujours compliqué. Ouais, avec les lois de finances, c'est toujours complexe et du coup, bah voilà, moi, franchement, il vaut mieux être prudent et même ne pas forcément les intégrer. Partez sur les aides qui sont sûres D'accord. et expliquez qu'il y a d'autres possibilités en donnant une fourchette. Mais il vaut mieux que si vous montrez des plans de financement, ne pas les intégrer, plutôt que d'avoir à les retirer au moment du vote des travaux. D'accord. Je vous remercie. Je me permets de désactiver votre micro, Madame Perrin. Hop là, je vais donner la parole à Monsieur Panoria. Monsieur Panoria, on vous écoute. Bonjour. En écoutant vos remarques de tout à l'heure, il y a quelque chose sur le coup de pouce. Nous sommes à Évry, nous sommes connectés au GIE. Ça nous exclut du coup de pouce, si j'ai bien compris. Au quoi, pardon? Au réseau de chaleur urbain de la ville d'Évry. Non, ça vous exclut pas, mais par contre, sur les aspects coup de pouce chauffage, il n'y a, Mhm. il y a pas les actions d'intervention sur le CPCU. Par contre, si vous faites une isolation, tout à fait. Mais le coup de pouce, c'est aussi pour l'isolation, c'est pas seulement pour le chauffage. Non, c'est isolation. Ouais, il y a le coup de pouce isolation. C'était le premier tableau que je vous montrais. Alors D'accord. peut-être que vous aviez en tête l'ancien dispositif parce que initialement c'était réservé aux chaudières fuel. C'est-à-dire que c'était pour aider les copropriétés qui étaient en chaudière fuel à passer à un autre type d'énergie. Là, ça a été enlevé, donc ça vous ouvre quand même le droit au coup de pouce isolation. D'accord. Et j'abonde par rapport à ça. Le coup de pouce fuel, on le retrouve en fait, entre guillemets, dans le coup de pouce rénovation globale, où en fait, on vous explique que si vous êtes une copropriété qui veut opter pour un système de chauffage plus performant que son chauffage fuel vieillissant, vous avez la possibilité de bénéficier de ce coup de pouce, entre autres, hein, si vous incorporez ce type de travaux, et donc d'aller chercher des subventions, des montants de subventions pardon, qui sont nettement mieux valorisés si vous avez du fuel au départ. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi. Bon, c'est pas pour nous. Euh, Là, vous avez parlé de prime au mètre carré. C'est au Oui, mètre carré de toiture rénovée ou c'est au mètre carré des logements? c'est au mètre carré de l'isolation de la toiture. Ça veut dire les mètres carrés isolés. D'accord. Parce que quand on est dans, dans un immeuble de plusieurs étages, il y a très peu de mètres carrés par logement. Ah oui, oui, là, ça serait coup de pouce levier, là, ça serait plus. Mmh. Non, non, c'est bien au mètre carré isolé. Du coup, il faut avoir bien un devis qui précise tous les mètres, ça c'est très important. Et le point principal qui m'inquiète, c'est les 35%. Est-ce que c'est difficile à obtenir pour quelque chose qui a 30 ans? Parce que pour un très vieil immeuble, bon, on a vu que c'était facile. Euh, Nous, on est moyen comme isolation, on n'est pas. Bon, je me dis, il faudra peut-être changer les fenêtres, faire la toiture. Un Euh, audit a été réalisé ou pas? non, enfin, on a eu un audit thermique sur le- sur l'ensemble de la, comment ça s'appelle, de la copropriété, mais on n'a pas eu d'audit dans le cadre de ces travaux. Et il a été réalisé il y a combien de temps? Il y a 3 ans, je crois. D'accord. Bon, en théorie, pour savoir déjà, pour répondre à cette question de savoir quel gain on peut atteindre, c'est l'audit énergétique hein, qui est réalisé, qui vous donne cette information-là. Généralement, hein, ils sont réalisés de la manière suivante. Vous avez en fin de cet audit une proposition de scénario de travaux qui va du simple maintien de votre patrimoine jusqu'à un scénario de travaux plus ambitieux qui se propose vraiment d'aller chercher un certain nombre de gains d'économie d'énergie. Maintenant, vous donnez une règle d'or sur le gain énergétique escompté, ça, ce n'est pas possible. C'est propre tout simplement à chaque bâtiment. Et c'est aussi fonction des travaux que vous avez déjà réalisés. Donc, Voilà. si vous avez déjà réalisé des travaux d'isolation, de changement de votre chaufferie, voilà, là, vous êtes en réseau de chaleur urbain, la question ne se pose pas. Mais voilà, si vous avez déjà changé vos menuiseries, Oui, fait votre isolation, bah forcément, le gain à aller chercher sera réduit. tout Et à fait. le fameux seuil de 35% qu'on retrouve aussi, il faut le mentionner, qu'on retrouve dans la plupart des mécanismes de financement, il
il est plus ou moins facile à atteindre selon les travaux que vous avez réalisés. Oui. Et pour, par exemple, un type de travaux, bon, j'ai bien compris qu'avec un seul type d'action, on n'y arrivait pas, mais un des types de travaux, c'est le changement des huisseries remplacées par des fenêtres plus isolantes. Oui. Bon, il y a des copropriétaires qui aujourd'hui ont déjà fait ce changement de fenêtre. Est-ce qu'il faut faire attention à un certain nombre de travaux qui seraient lancés en individuel qui nous empêcheraient d'obtenir cette valeur de 35%? En fait, il faut, quand le bureau d'études va réaliser le calcul thermique, il va faire le point sur le nombre de menuiseries déjà changées et à changer. Et si vous l'intégrez dans les postes de travaux de votre scénario à 35%, là oui. C'est-à-dire que si vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, la moitié des personnes ont changé les menuiseries, mais que si l'autre moitié est amenée dans le cadre d'un projet plus global à mettre du double vitrage, il ne faudra pas que ces personnes interviennent avant que vous ayez déposé les dossiers de subvention. Il faudra le faire de manière collective, c'est-à-dire aussi le voter en travaux privatifs d'intérêt commun. Et donc tout ça part d'un calcul thermique. Donc le bureau d'études fait le point sur l'état de votre bâtiment et les potentialités de rénovation énergétique. Ça, c'est très important. D'accord. Et dans les différents travaux qu'on peut lancer, une des choses les plus marquantes, selon notre étude, c'était l'isolation extérieure des immeubles. Oui. Et donc ça, évidemment, ça veut dire rénover, comment ça s'appelle, le truc qu'on fait les façades là. Ravalement. Ravalement. Donc, mais cependant, nous, on a encore 5 bonnes années avant de penser au ravalement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut soit faire un ravalement d'urgence, soit oublier la prime rénov'? En fait, 5 années, dans le temps de la copro, c'est court. Parce que concrètement, un projet de rénovation, ça se prépare sur 2-3 ans en réalité. Un gros projet, d'abord vous faites l'audit énergétique, ensuite vous votez la conception, ensuite vous votez l'appel d'offres. Enfin, voilà, ça prend du temps. Si aujourd'hui, si un audit et un calcul thermique vous permet de confirmer que vous avez le potentiel d'atteindre ces 35%, vous avez honnêtement tout intérêt à faire les travaux nécessaires à court terme ou moyen terme ensemble. Et typiquement, si vous changez les menuiseries et que vous faites un ravalement ITE et que vous faites une toiture, il y a quand même des chances que vous arriviez à 35%. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça va vous permettre de travailler sur un projet global et donc du coup de concentrer vos efforts parce que refaire un projet tous les ans ou même tous les 5 ans, c'est chronophage pour un conseil syndical. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui pourront en témoigner. Ça prend du temps pour élaborer tout ça. Et donc, le faire ensemble vous permet de concentrer vos efforts. Par ailleurs, atteindre 35% avec juste des menuiseries, c'est impossible, ça c'est sûr. Donc si vous voulez avoir ces aides intéressantes, il faut faire les choses en même temps. Il faut penser global. Donc, penser à je vais, monsieur Panoria, je vais aux autres. Et donc, voilà. Pardon. Je vais continuer à passer d'autres questions. Merci, monsieur Panoria. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par écrit et Noémie aussi pourra y répondre sans problème. J'aimerais juste mettre en avant d'autres questions pour répondre, donner un maximum d'informations à tout le monde. Madame Bendazar toujours me demandait comment avoir les critères techniques imposés par l'État. Ce que je ferai, c'est que quand je vous enverrai la présentation, je vais joindre le guide des aides financières et dedans, on retrouve justement les textes, les décrets qui vous indiqueront justement les critères techniques qui sont imposés. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, je l'ai bien noté. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? C'est Madame oui, Bennazar. allez-y, Madame Bennazar, on vous écoute. Oui, moi je voulais savoir donc, par rapport à ce seuil de 35% de gains d'économie d'énergie, si on ne l'atteint pas les 35%, est-ce qu'on est exclu de toutes les aides ou est-ce qu'on en a quand même quelques, on obtient quand même quelques aides? Si vous n'atteignez pas les 35, vous pouvez solliciter les certificats d'économie d'énergie oui. à l'action.
C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, le coup de pouce isolation et chauffage, il n'y a pas de critère de 35%. Le critère de 35% dans les certificats d'économie d'énergie, c'est si vous voulez demander la rénovation globale. D'accord. Et si D'accord? par exemple, nous on a déjà fait l'isolation des planchers bas, oui, c'est ça, et des calorifugages des tuyaux de chauffage, donc on est supposé avoir déjà une économie d'énergie. Le seuil des 35%, il se calcule par rapport à la consommation sur plusieurs années antérieures ou au moment où on fait le dépôt des demandes? Comment il se Ouais, calcule? il Oui, se fait en l'état actuel de votre bâtiment avant que vous fassiez la demande de subvention. Donc, typiquement, on peut pas, on considérera votre bâtiment avec les planchers hauts et le calorifuge déjà réalisés. d'accord, Et si en faisant d'autres travaux, vous atteignez 35%, c'est bon. Si par contre, parce que vous avez réalisé ces travaux-là, on est en dessous, on ne peut pas revenir en arrière. d'accord. Et là, Mhm. il faut être vigilant parce on a beaucoup de copropriétés qui sont démarchées par les actions de certificats d'économie d'énergie, la plancher isolation à 0 €, etc., coller refuge à 0 €. Mhm. Sur le papier, c'est très intéressant. Mais quand on a cette logique de rénovation globale, il faut être vigilant à pas tuer le gisement de D'accord. gains énergétiques. Le gain énergétique. Bon, là, du coup, pour vous, c'est fait en l'occurrence, mais s'il y a des gens dans l'Assemblée qui se posent la question, je leur dirais, faites faire d'abord votre calcul thermique avant de prendre toute décision sur des travaux à engager maintenant. Parce que parfois, à 1 ou 2, bon, j'exagère, mais à 5% près, vous pouvez passer à côté de l'aide. Et là, c'est quand même dommage. Et par exemple, nous également, on a donc une chaufferie qui a été classée IPCE et pour laquelle on a des travaux de mise aux normes à faire. Oui, Qui semblait assez important pour une chaufferie qui date de 93. Donc, on a fait faire quand même un appel d'offres aussi pour un changement de matériel. oui. Donc avec des aides aussi. Donc là, on attend les résultats de l'appel d'offres. Alors ça, c'est pareil, si jamais parce que là, la mise aux normes de la chaufferie, on est même en retard pour la faire, parce qu'il y a des choses qu'on devait faire au 31/12/2020. Voilà, donc est-ce que si on part aussi sur une mise aux normes ou changement de chaufferie avec l'utilisation de primes, de certificats, etc., ça va aussi impacter donc le reste des travaux et on n'aura jamais nos 35% quoi, pour le reste des Clairement, travaux. c'est-à-dire que si vous, Ouais. vous réfléchissez à faire la chaufferie, réfléchissez à faire vos autres travaux en même temps. Parce que là, du Mhm. coup, ça va vous faire un boost et vous savez que vous pourrez atteindre vos 35%. Si vous le faites individuellement, vous aurez moins d'aide sur la chaufferie et vous avez peu de chance, du coup, après, enfin, peu de chance, il faut voir ce qu'il y a à faire, mais ça vous enlève de la possibilité de faire du gain énergétique sur un Oui, projet plus tard. plus tard, oui, oui. Mais sachant qu'on est aussi coincé par le fait qu'on doit mettre notre chaufferie aux normes. J'entends, mais ça peut se faire assez vite, hein. Enfin, je ne sais pas Mhm. combien vous êtes, etc. Mais honnêtement, avec une bonne méthodologie, une bonne équipe, ça peut se faire, ça peut se faire assez vite. Donc, On pourrait combiner avec un ravalement avec isolation thermique par l'extérieur et tout ça avant le 31 décembre. si c'est votre souhait et si, Bah s'il y a oui, effectivement quelque chose de plus global à réfléchir, moi, je vous inviterai à le faire, ouais. Parce que oui. là, vous allez maximiser les aides. Bah oui, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse parce que finalement, nous, le ravalement, on est obligé d'y passer, ce qui date de 2003. Donc là, on commence, faut Ouais, absolument qu'on le fasse assez rapidement. ouais, Donc il j'entends. faudrait qu'on puisse tout faire avant la fin de l'année aussi. Alors. Ça va être court, non? Ça va être court, mais tout dépend de votre copropriété, de la taille, de ce que vous voulez faire. Et par ailleurs, encore une fois, la fin de l'année, c'est les coups de pouce, c'est pas la fin de tous les financements. Donc Oui. il y a beaucoup de choses à solliciter, surtout dans votre département, vous l'avez vu. Le conseil départemental a mis en place des choses très très intéressantes. Tout ça, ça s'étudie. Donc si vous pensez-y, quoi, Mhm, assez mhm. rapidement. Oui, Oui, voilà, d'accord. tu as raison de le mentionner, Noémie, Madame Ben Lazare. Voilà, ce qu'il Oui, faut bien garder à l'esprit, c'est que donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis un peu l'accent sur, sur ma prime rénov et les coups de pouce. Maintenant, moi, pardon, l'objectif, c'était aussi quand je vous ai présenté le panorama au début de mon intervention, l'idée, c'était aussi de montrer le champ des possibles, vous voyez. Donc, on n'a pas mhm, uniquement les coups de pouce, on a d'autres alternatives et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que
vous aurez de toute façon d'autres possibilités. Voilà. Et ce qui est important aussi, le challenge qui vous attend dans votre cas, si vous devez envisager un bouquet de travaux, il faudra, je pense, dans un premier temps, aussi convaincre les propriétaires de l'intérêt de le faire et les raisons pour lesquelles vous souhaitez le faire. Mais effectivement, vous pourrez aussi leur expliquer qu'il y a des possibilités de financement par rapport à ce bouquet de travaux. Oui, mais c'est ça, c'est là où le bas blesse, quoi, parce qu'on a des copropriétaires qui ne sont pas du tout intéressés, ouverts en tous les cas à faire des travaux importants. Et on le sait, ça, chaque fois qu'on en parle, c'est ce qu'ils nous répondent. Et j'avais une autre question, c'était par rapport au financement. Donc, on a un plan de financement, etc. Mais est-ce que les copropriétaires sont obligés de payer d'abord et avoir les primes après? Ou est-ce que ça vient en déduction tout de suite? Parce que ça peut être aussi un moyen de les inciter, Mais s'il faut qu'ils empruntent, par exemple, et tout payer et après seulement recevoir les aides, ça va être un peu plus compliqué encore. Ouais, j'ai compris. Juste pour revenir un petit peu en arrière sur ce que vous disiez, la mission de l'ingénieur financier, c'est aussi de casser un peu ces idées préconçues, parce que forcément, tout copropriétaire à qui on parle de beaucoup de travaux, enfin plusieurs milliers d'euros de travaux de quote-part, les personnes tout de suite, ça va attiser des inquiétudes. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a des solutions financières et que c'est à leur avantage de réaliser les travaux dans le même temps, justement parce qu'ils vont pouvoir maximiser des aides financières. Et qu'on peut trouver pour tout type de situation individuelle une manière de financer 100% d'une quote-part. Alors oui, les aides, les subventions, les primes, tout vient à la fin des travaux, parce que le financeur veut être sûr que vous avez réalisé les travaux sur facture et pour vous payer ces fameux fonds publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver des façons de financer votre quote-part de travaux pour les copropriétaires. Et là, du coup, on a des systèmes de prêts collectifs qui vont être assez avantageux, prêts à taux zéro et prêts classiques, qui vont pouvoir financer tous les copropriétaires sans condition de ressources ni d'âge. Donc, sachez qu'il y a des solutions. On fait des webinaires aussi avec l'Alex sur la question des prêts, et c'est une question en soi, donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais ça fait partie de... Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie de l'accompagnement de l'ingénieur financier que de vous proposer ça. Et la majorité de vote pour ces travaux, justement, elle a changé, non? Elle est passée à l'article 25. Non, en fait, c'est la rénovation énergétique pure qui est à 25. Tout travaux d'entretien est à l'article 24. Si vous couplez des travaux, votre avalement est à refaire, mais que vous faites une ITE, normalement, c'est l'article 24. C'est vraiment les travaux énergétiques purs qui sont à 25. D'accord. C'est bon pour vous, Madame Benazza? Oui, merci, oui. Génial. Noémie, j'ai alors Monsieur Vaillant qui m'expliquait ne pas retrouver la mention des toits terrasses pour les coups de pouce, tu sais, dans la fiche standardisée. Du coup, tu sais, pour la prise en charge du coup de pouce isolation. Oui, mais c'est inclus, donc je vais vérifier ça et lui retransmettre. Mais il y a bien les planchers de comble et les toitures terrasses. D'accord. Et puis comme ça, à la rigueur, je l'inclurai aussi lors de l'envoi de la présentation. Comme ça, on aura tous les mêmes infos. J'ai Madame Perrin à qui je vais redonner du coup la parole. Et puis je pense qu'ensuite, on terminera là-dessus. Allez-y, Madame Perrin, je vous laisse poser votre question. Merci, ça va être rapide. C'est par rapport aux aides. Donc, nous, on est dans une optique effectivement de rénovation globale. Et du coup, je me demandais, donc effectivement, il va y avoir isolation par l'extérieur et donc ravalement. Et donc, quand on demande les aides, est-ce qu'il faut trier les travaux? Est-ce que l'aide va être un pourcentage de travaux qui sont uniquement dédiés aux gains énergétiques? Ou est-ce que tous les travaux ravalement compris, vont être pris en compte pour le montant de l'aide? Je ne sais pas si ma question est bien formulée. J'ai bien compris. En fait, l'aide sera calculée sur la rénovation énergétique et travaux induits. Donc, ça va être le rôle de votre assistant à maîtrise d'ouvrage d'étudier les devis ligne à ligne et d'en sortir ce qui va être éligible ou non éligible aux aides. Et de là va partir le calcul des 25%. Donc, c'est en fait votre AMO qui vous fait ce calcul-là.
D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Excusez-moi, je voulais juste compléter ma question par rapport au versement des aides. J'ai bien compris à la fin des travaux, et si on n'a pas, si on n'atteint pas les 35%, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une exigence de résultat. D'accord. Les 35%, il faut les avoir sur la base d'un calcul Oui. avant les travaux. Il n'y Mhm. a pas d'obligation à ce jour de vérifier que les économies réelles sont à hauteur de 35%. Alors, D'accord. ça fait appel à pas mal de notions, mais en tout cas, sachez que c'est pour permettre l'accès. Parce que, en gros, une copropriété, imaginez qu'on vous retire l'aide si vous n'atteignez pas en réel les 35%, ça serait quand même pas Bah très oui. acceptable Oui. pour une copropriété. Donc, le législateur n'a pas mis les choses comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est plus pour que ce soit plus simple à réaliser et surtout qu'il n'y ait pas de marge d'erreur vis-à-vis de ça. Oui. Et parce que nous, par exemple, aujourd'hui, on a un budget de 75 000 € à peu près de gaz, puisqu'on a une chaufferie au gaz. Donc Oui, 35%, ça veut dire que c'est 21 000 € à peu près d'économie, hein, si on les atteint. Et on est 120, donc c'est ça que les gens on a du mal à leur faire comprendre. Que oui. Alors c'est pas aussi simple que ça, 120, hein. ça fait 200 € d'économie sur l'année. C'est comme ça qu'ils calculent, même si on présente après tous les autres intérêts qu'il y a autour. Hein, Oui, mais mais attention, on a c'est du pas aussi mal, c'est simple que ça. ça. Non, Vous n'allez pas faire 35% sur votre facture. Ça marche pas exactement comme ça, les Mm. calculs thermiques, parce que ça dépend pas directement. Enfin, c'est un peu plus complexe sur la prise en charge, sur Oui, oui. comment ça marche concrètement. Parce que ça dépend aussi de l'occupation de votre bâtiment. Si vous aviez que des ménages de 2 personnes et que soudainement, après les travaux, bah, vous avez que des familles de 5 enfants, bah oui, ça va peut-être faire plus de chauffage à faire, etc. Enfin, vous voyez, donc Oui, c'est pas oui. aussi simple que ça. Par contre, quand vous faites un audit énergétique ou un calcul thermique, vous pouvez demander au bureau d'études de vous estimer les gains sur les gains financiers. Et Mhm. là, ça va vous donner une réelle idée financièrement de ce que ça peut représenter. D'accord. Mhm. J'ai une question, s'il vous plaît. Merci. Vous m'entendez? Je vous en prie. On vous écoute, Monsieur Oui, Chevalier. Ça concerne justement ces fameux 35%, on y revient parce que c'est quand même crucial dans la décision. Je voulais savoir le nouveau DPE 2021 qui sera a priori, si j'ai bien compris, en vigueur à partir du mois de juillet de cette année. Comme c'est un DPE collectivité aussi, enfin collectif, est-ce que ce DPE permettra d'effectuer à cette occasion ce fameux calcul thermique ou pas? en fait, la méthode de calcul, c'est la méthode qu'on appelle THCEX. C'est un calcul réglementaire. Oui. Le DPE, il est à l'échelle du logement. Ou de l'immeuble maintenant, puisque c'est à partir de juillet, a priori, ce sera le cas. Oui, après, c'est très rare qu'une copropriété demande à un bureau d'études un DPE à l'échelle de l'immeuble, parce que la méthode de calcul ne s'y prête pas vraiment. Donc, le législateur a harmonisé tout ça. C'est un calcul réglementaire qui est demandé. D'accord. Donc, est-ce que ce calcul réglementaire dont vous parlez, la THC, dites-moi, vous m'avez dit THCEEX. EEI, alors est-ce que celui-ci, en fait, il représente en fait ce qu'on appelle l'audit énergétique global, ou est-ce que c'est une partie seulement de l'audit énergétique global? Ça fait partie des calculs qui sont faits dans le cadre d'un audit énergétique. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par global, mais un audit énergétique, il est fait à l'échelle d'un bâtiment normalement. Ce que je voulais savoir, c'est en termes de coûts et en termes de financement, je dirais, de ce calcul des 35% de gains de consommation énergétique. Est-ce que on doit absolument faire un audit énergétique global pour l'avoir, ou est-ce qu'on peut solliciter donc je dirais une compétence adaptée pour obtenir uniquement le THC-EEI? Ah oui, j'ai compris. En fait, oui, vous pouvez faire juste le calcul thermique du projet. Ça veut dire que ne pas passer par l'étape audit énergétique à proprement parler. Par contre, il faut que le bureau d'études soit certifié au PQUBI. C'est un organisme de certification qui fait que, voilà, c'est OPQIBI.
Parce qu'en fait, on est d'accord que la différence, je dirais, d'engagement financier entre l'audit d'énergétique globale et donc ce calcul thermique, ça va faire une sacrée différence quand même, non? Alors, oui, mais en même temps, c'est pas le même objet. Oui. Un audit énergétique, ça va vous permettre de faire un état général des leviers énergétiques et des améliorations de performance. Donc ça, c'est quand vraiment vous le faites au départ de la réflexion d'un projet de rénovation. Oui. Par contre, si vous êtes déjà bien avancé et que vous savez déjà quels sont les travaux que vous voulez réaliser, eh ben, vous demandez tout bêtement à votre bureau d'études, voici les postes de travaux et les scénarios, faites-nous le calcul thermique du projet. Vous voyez, c'est pas la même réflexion. C'est ça qui pourrait nous intéresser. Et là, juste pour terminer, après, en termes je dirais de montant, c'est quoi le rapport par rapport à l'audit énergétique global? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est un tiers? Non, mais tout dépend de ce que vous demandez au bureau d'études. Déjà, ça va dépendre vraiment de la taille de la copropriété. Après, si vous demandez un calcul thermique sur 3 ou 4 scénarios, ça sera plus cher qu'un calcul thermique sur un scénario. Oui, globalement, ça sera moins cher. Après, je ne peux pas vous donner un ratio parce que tout dépend il y a quand même plusieurs éléments qui vont rentrer en compte. Nous, Energipulse, on n'est pas bureau d'études, hein. Donc, je ne suis pas forcément la plus qualifiée pour vous répondre sur cet aspect technique. Mais je pense qu'il y aura un gain financier. Enfin, ça sera un peu moins cher. Mais encore une fois, c'est pas la même, c'est pas la même chose que vous demandez à ce bureau d'études-là, que Oui, ce soit un audit ou un calcul thermique. Noémie, je vais ajouter un élément complémentaire, puisqu'on a la chance d'avoir un bureau d'études parmi les participants. Ah, bah Monsieur super. Chevalier, on nous indique également que le calcul THCX dont vous parlez, on nous indique qu'il présente aussi une marge d'erreur de 40% par rapport à un audit énergétique standard, qui apporte beaucoup plus de précision. Voilà. Donc, il précise également que ce sera peut-être moins cher, mais pas forcément rentable dans la durée. Donc ça, c'est aussi une notion à avoir en tête. Et vous vous posiez la question de savoir audit énergétique ou global. Bah, global, l'intérêt aussi, c'est qu'on va aborder l'aspect architectural de l'ensemble de la résidence. Donc, dans votre cas, ça peut être intéressant aussi. D'accord, merci pour vos réponses. Voilà. On a pas mal débordé, je suis désolé. Voilà, je voulais prendre un maximum de questions. J'espère qu'on a répondu à pas mal d'entre elles au jour d'aujourd'hui. Le cas échéant, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire directement à Noémie, hein, qui a laissé son contact juste ici. Voilà. Donc, moi, je vais terminer par vous dire ceci. On a, si justement l'aspect rénovation globale est un sujet qui suscite justement beaucoup de questions chez vous, dans cette présentation, on a mis à votre disposition un guide qu'on appelle le guide copropriétaire qui va vous permettre justement d'en savoir plus sur la rénovation énergétique en général. On a également un guide qui se dessine aussi au syndic, hein, mais rien ne vous empêche de pouvoir le télécharger également, hein. On s'intéresse plutôt à l'aspect vote des travaux en AG, donc ce n'est pas inintéressant. Et puis, vous avez une autre option qui est non des moindres, le MOOC Réno CoPro, dont une nouvelle session a démarré en mars dernier et qui vous permet également de monter en compétences et de déblayer pas mal de questions que vous pourriez avoir. Voilà. Et simplement vous dire également, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou au contraire le partager à d'autres personnes de votre résidence, on a une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et suivre également, aller retrouver l'ensemble des vidéos qu'on a publiées. Voilà. Je vous remercie tous pour votre participation. Simplement finir en mettant en avant nos prochains rendez-vous. Le 19 mai, on parlera du rôle de l'AMO qu'on a commencé à vous présenter aujourd'hui. On reviendra un peu plus en détail justement sur l'apport de l'AMO dans l'accompagnement au financement des travaux de rénovation énergétique. Donc, vous l'avez compris, Noémie l'a parfaitement justifié. Aujourd'hui, l'AMO est incontournable dans l'obtention des aides, hein. MaPrimeRénov' vous demande d'avoir recours à un AMO, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui, je suis sûr, vous apportera des éléments de compréhension supplémentaires.
Et puis le 10 juin, on s'intéressera cette fois-ci un peu plus aux bailleurs, à l'obligation aussi de rénover qui les incombe, à l'impact que ça pourra avoir sur l'ensemble de la copropriété et également comment prévenir la détection de l'amiante avant de démarrer des travaux de rénovation. Voilà. Et puis en octobre, l'objectif, ce sera de vous proposer en présentiel une visite d'une copropriété rénovée. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de votre participation et je vous dis au 19 mai en ce qui me concerne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Bonne à soirée. tous. Merci.